Le 19 mai 1977, Colleen Stan, 20 ans, quitte la ville de Eugene en Oregon pour rendre visite à une amie de Westwood en Californie, à plus de 600 km de chez elle. C'était l'anniversaire d'une copine à moi. Et j'ai décidé de lui faire une surprise et de lui rendre visite. J'étais prête à partir, mais ma voiture refusait de démarrer. J'ai donc décidé de faire de l'autostop. C'était l'époque des hippies. Tous les jeunes faisaient de l'autostop. Elle voulait vivre sa vie. J'étais jeune et j'avais l'impression que le monde m'appartenait. Plusieurs camionneurs acceptent de faire monter Colleen. En début d'après-midi, elle arrive à Red Bluff, en Californie, à moins de 160 km à l'ouest de sa destination. À Red Bluff, le camionneur m'a déposé sur l'autoroute 5. J'ai dû marcher sur la bretelle de sortie jusqu'à l'autoroute 36. Puis j'ai continué à faire du stop. Cinq garçons se sont arrêtés et m'ont proposé de m'emmener où je voulais. Mais j'ai refusé, car je ne voulais pas être seule avec 5 jeunes hommes. Une autre voiture s'arrête peu après. Colleen est rassurée d'apercevoir dans la voiture un jeune couple et un bébé. J'ai vu cet homme qui avait l'air un peu coincé et une femme qui semblait tout à fait normale. Alors je suis montée à l'arrière de leur voiture. J'ai remarqué que l'homme regardait souvent dans le rétroviseur. C'est là que j'ai commencé à m'inquiéter. Après 5 ou 10 minutes, ils se sont arrêtés à une station-service et je suis sortie de la voiture pour aller aux toilettes. C'était peut-être Dieu ou un ange, mais une voix me disait de m'échapper par la fenêtre et de m'enfuir à pied. Mais je me suis dit, c'est insensé. Je me suis rassise à l'arrière de la voiture et j'ai remarqué une étrange boîte en bois sur la banquette, juste à côté de moi, qui n'était pas là auparavant. Comme je ne savais pas ce que c'était, je n'y ai pas prêté attention. Nous avons ensuite fait environ 20 minutes de route. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient s'arrêter pour visiter des puits de neige. Je leur étais reconnaissante de s'être arrêtés et de m'avoir fait monter. Alors j'ai dit que si ça ne prenait pas beaucoup de temps, ça m'était égal. Il a tourné sur une petite route. Il a arrêté la voiture et la femme a pris son enfant et s'est dirigée vers un petit ruisseau. J'ai regardé autour et je me suis demandé, où est parti cet homme? Où est-il?
Where'd he go? So he puts this. Puis il m'a mis la boîte sur la tête. It had hinges, so it kind of Elle avait opened des up like charnières a et clam. s'ouvrait un peu comme une huître. Went over your head. Il y avait I aussi un opened trou your pour le neck cou. so that your head is Ma tête so était manly. complètement enfermée dans cette boîte lorsqu'elle était fermée. Cette boîte me rendait très claustrophobe. Il avait recouvert l'intérieur de tapis de façon à ce que personne ne m'entende si je If criais. I should yell out, nobody's going to hear me. I was very frightened, and of course, J'avais très peur et je me demandais ce que ces gens feraient de moi. what are these people gonna Allaient-ils do me to tuer Are they gonna kill ou me violer? Are they gonna rape me? J'ai entendu la femme et l'enfant remonter dans la voiture. Back in the car, Il a ensuite redémarré et fait demi-tour vers l'autoroute. go back to the highway. Il ramène Colleen à Red Bluff. Et il s'arrête devant une petite maison sur la rue Oak. Il retire la boîte qui couvre sa tête et les yeux toujours bandés, Colleen est amenée dans le sous-sol de la maison. So here I am. J'étais suspendue par les poignets. C'était très douloureux. Il s'est mis à me fouetter. I see him and his wife. Puis, je l'ai vu faire l'amour avec sa femme. Après qu'ils eurent fini, il s'est approché de moi His wife. He comes over. et il a commencé à me toucher et à me caresser. Down my body. Et j'ai perdu connaissance. Blacked out. Colleen reprend conscience au moment où l'homme la détache du plafond. He walked me across the basement. Il m'a amené dans un coin du sous-sol où il gardait ce que je décrirais comme une sorte de caisse. Je n'ai rien vu puisque j'avais les yeux bandés. Mais c'est ce que j'ai cru que c'était quand je me suis assise dedans. Il a remis la boîte sur ma tête et il s'est éloigné. C'est ainsi que s'est déroulée ma première nuit. J'étais complètement affolée, prise de panique et terrorisée par tout ce qui m'arrivait. L'homme la torture tous les jours. Lorsqu'il m'adressait la parole, c'était pour me donner un ordre, pour me dire de me relever ou de me taire. Mais il n'y a pas que l'homme qui torture Colleen. Pour une raison que j'ignore, sa femme s'est approchée de moi et m'a mordu le flanc alors que j'étais suspendue. Colleen apprend bientôt le nom de la femme. Alors qu'ils étaient dans le sous-sol en train de me torturer, il a dit « Jan, va chercher quelque chose ». Alors j'ai su que son nom était Jan. Mais Colleen ne sait pas que Jan est en fait Janice Hooker et que celle-ci est soulagée qu'une autre femme ait pris sa place. En 1973, Janice n'est qu'une jeune fille de 15 ans, peu sûre d'elle, qui souffre d'épilepsie et qui manque d'estime de soi lorsqu'elle fait la connaissance de Cameron Hooker qui a 19 ans. Ses parents ne lui avaient jamais permis de fréquenter des garçons, de porter des shorts ou un maillot de bain 2 pièces par exemple.
Ses parents étaient extrêmement sévères. Et lorsque Cameron Hooker est entrée dans la vie de Janice, elle était complètement inexpérimentée. Elle était très naïve. Et elle se laissait facilement manipuler. En apparence, Cameron Hooker est un homme tout à fait ordinaire. Cameron était une personne très discrète. Lorsqu'il a fait la connaissance de Janice et qu'il l'a invitée à sortir avec lui, elle lui a répondu qu'il devait demander à ses parents, car il ne lui avait jamais permis de sortir avec un garçon. Cameron est allé voir les parents de Janice, qui étaient très sévères, et les a très vite convaincus de la laisser sortir avec lui. Lors de leur premier rendez-vous, Cameron persuade Janice de le laisser la déshabiller et de la suspendre à un arbre par les poignets. Cameron Hooker est un sadique sexuel. Les sadiques sexuels sont excités par la souffrance et la peur qu'ils infligent. Mais ce n'est pas d'infliger de la douleur qui excite les sadiques sexuels, c'est de voir leurs victimes souffrir. Ils ont recours tant à la douleur physique qu'à la douleur émotionnelle pour provoquer cette souffrance. Ces mauvais traitements sont douloureux et humilient Janice, mais elle ne peut se passer de l'affection que Cameron lui témoigne. Janice a accepté ces traitements parce que c'était la première fois de sa vie qu'elle fréquentait un garçon. Elle n'avait aucun point de comparaison. Elle croyait que c'était ça, le sexe. Cameron en vient bientôt à suspendre Janice pour la fouetter et la dominer. Quand Cameron Hooker torturait Janice, il avait en tête un but ultime, modifier sa conception du sexe et son attitude, afin qu'elle accepte ce qu'il lui infligeait. Et puisqu'il était convaincu qu'elle était naïve et qu'elle se laisserait facilement manipuler, il était certain qu'il atteindrait son but. Le 18 janvier 1975, Cameron et Janice se marient à Reno, au Nevada. Les sévices qu'il lui inflige ne font ensuite qu'empirer. Il voulait posséder une esclave sexuelle, et c'est Janice qui a été la première. Mais après plusieurs années, la cruauté envers elle est telle que Janice ne peut plus la supporter. Cameron voulait une esclave sexuelle, une femme qu'il pourrait ligoter et qui ne pourrait pas refuser. Janice, elle, voulait un enfant. Ils ont donc conclu un accord. Cameron aurait une esclave et Janice aurait son enfant, et lui pourrait réduire à l'esclavage une femme qu'il séquestrerait. Pour vous et moi, ça semble complètement fou. Elle ne pourrait jamais accepter un tel marché. Mais il faut comprendre qu'elle avait une personnalité extrêmement malléable. Cameron Hooker fait de Janice une victime soumise. Une victime soumise est une femme qui accepte de jouer le rôle de la victime en échange de certaines concessions. Cameron l'avait récompensée en la laissant avoir un enfant. En échange, lui aurait le droit d'avoir une esclave. Elle a accepté ce marché. Mais leur accord prévoyait qu'il pouvait avoir une esclave, mais qu'il n'aurait pas de relation sexuelle avec elle. Le sexe lui était réservé. Plus d'une semaine après le départ de Colleen, ses parents qui habitent la Californie reçoivent un appel de ses colocataires qui habitent Eugene, en Oregon. Voyant qu'elle n'était toujours pas revenue, ils nous ont appelés et nous avons décidé de partir pour essayer de la retrouver. Ils font la route de Riverside en Californie jusqu'à Eugene, en Oregon. Ils signalent la disparition de leur fille aux différents postes de police tout au long du trajet. Mais il n'y a aucune trace de Colleen. À l'été et à l'automne 1977,
Colleen est gardée prisonnière, nue et les yeux bandés, dans un cercueil construit par son ravisseur dans le sous-sol de sa résidence. Pendant les 3 premiers mois, je ne suis pas sortie du sous-sol. Je n'avais aucune chance, les premiers mois, d'essayer de m'échapper. Une routine s'est installée. Il descendait en soirée, me donnait à manger et à boire, me laissait utiliser un pot de chambre, puis il me suspendait et me fouettait. Pour Cameron Hooker, il était extrêmement important de garder sa victime coupée du monde. Il tenait à ce qu'elle ne soit en contact avec personne d'autre que lui. Il voulait garder un contrôle absolu sur toutes les facettes de sa vie. Vers la fin de l'année 1977, Colleen Stan ne connaît plus que la torture et la séquestration aux mains de Cameron Hooker et de sa femme Janice dans leur demeure de Red Bluff en Californie. En janvier 1978, 9 mois après l'enlèvement de Colleen, un magazine de sadomasochisme donne une idée à Cameron Hooker. La pornographie a beaucoup contribué à l'émergence des fantasmes sadiques et violents de Cameron Hooker et à lui donner de nouvelles idées. Un soir, il est descendu. Il était avec sa femme. Il m'a fait lire un contrat. Il y était écrit en jargon juridique que je lui cédais mon corps et mon âme et que dorénavant, je lui appartiendrais et que je ne pourrais plus lui refuser quoi que ce soit. Le contrat stipulait aussi que je devais l'appeler maître ou monsieur et que je devais appeler sa femme madame. Le contrat d'esclavage a joué un rôle très important pour Cameron Hooker. D'abord, ce contrat justifiait ses actions. Ensuite, c'était un accessoire additionnel dans ses fantasmes sadiques d'esclavage. Enfin, il justifiait le pouvoir qu'il avait sur une autre personne, c'est-à-dire sur Colleen Stan. Le contrat stipulait aussi qu'il allait me mettre un collier autour du cou. Et c'est ce qu'il a fait. Cameron Hooker pousse la fiction jusqu'à dire à Colleen qu'un groupe simplement nommé La Compagnie est chargé de voir à l'exécution du contrat d'esclavage. Cameron Hooker lui a fait croire que la compagnie était un réseau clandestin de marchands d'esclaves, Créé dans le but de discipliner les esclaves qui refusaient d'obéir ou qui tentaient de s'échapper. C'était une pure fiction, mais il est tout de même parvenu à faire avaler l'histoire à Colleen. Elle n'avait qu'à constater dans quelle position elle se trouvait. Après tout, elle avait été kidnappée et on la gardait prisonnière. Vu sa situation, pourquoi ne croirait-elle pas à l'existence de cette compagnie? Il disait « Vas-y, décroche le téléphone, il t'écoute. Sors de la maison, il t'épie. Tu ferais aussi bien de te faire éclater la cervelle tout de suite, car ils te trouveront. » Cameron dit à Colleen que Janice est une ancienne esclave qui un jour a tenté de s'évader et qu'il a dû l'épouser pour la sauver d'une mort certaine. Comme elle était habituée aux fantasmes pervers de son mari, Janice Hooker a tout de suite confirmé l'histoire de la compagnie. Ce n'était qu'une petite exagération. Il n'y avait pas lieu de s'en faire. Pour Janice Hooker, le fait qu'ils gardent une esclave prisonnière chez eux était grave. L'histoire de la compagnie ne l'était pas. Dès que j'ai eu signé le contrat,
Il a commencé à me faire monter au rez-de-chaussée pour que je nettoie la cuisine, que je fasse la vaisselle, que je lave le plancher et d'autres tâches ménagères du genre. L'arrivée de Colleen dans leur demeure représentait une double récompense pour Janice. D'abord, elle n'avait plus à tenir maison. Elle avait une esclave pour le faire. Mais surtout, elle n'avait plus à endurer les coups de fouet et les sévices corporels comme elle l'avait fait par le passé. C'est une récompense qu'elle estimait méritée. Mais pour Colleen, l'humiliation et la torture physique et psychologique reprennent de plus belle. Dès qu'il criait mon nom, peu importe ce que j'étais en train de faire, je devais courir jusqu'à une arcade, me déshabiller et mettre mes mains au-dessus de l'arcade. Après quoi, il me fouettait. Certains se demandent probablement comment une personne comme Colleen Stan, qui jusque-là avait vécu une vie relativement normale, a si vite adopté une mentalité d'esclave. Mais les êtres humains sont très malléables. Ils peuvent s'adapter à presque tout. Colleen Stan s'est donc très rapidement adapté à son nouveau rôle d'esclave. J'essayais d'être une bonne esclave, car j'avais très peur de la compagnie. En février 1978, Janice Hooker fait une suggestion inattendue à son mari. Elle lui a donné l'autorisation d'avoir des relations sexuelles avec Kay. C'était mon nom d'esclave. Je crois qu'elle pensait qu'il respecterait leur marché et qu'il ne le ferait pas. Mais il est immédiatement descendu au sous-sol, il m'a sorti de la boîte, il m'a fait monter, il m'a attaché au lit, et puis il m'a violée. J'ai entendu Janice courir à la salle de bain et vomir. Lorsque Cameron Hooker a commencé à avoir des relations sexuelles avec Colleen, il a violé le pacte qu'il avait conclu avec sa femme, ce qui a changé la dynamique entre les deux. Une fois engagé dans cette voie, il ne reviendrait pas en arrière. Je dirais qu'à partir de ce moment, il me violait au moins une fois par mois. Quatre mois plus tard, Cameron et Janice Hooker achètent une parcelle de terrain près de l'autoroute 99, en dehors de Red Bluff, et déménagent dans une maison mobile avec Colleen. Comme il n'y a pas de sous-sol dans leur nouvelle maison, Cameron Hooker doit trouver une autre façon d'enfermer Colleen. Ils avaient un lit d'eau et il a construit une boîte à l'intérieur du socle sous le lit d'eau. Il m'a demandé de me mettre à genoux et d'entrer dans la boîte. Je suis entrée dans la boîte et il l'a fermée. C'était ma nouvelle résidence, faute de mots plus appropriés. Colleen vit toute l'année 1978 dans la boîte sous le lit. Les rares fois où Cameron la laisse sortir, c'est pour la forcer à faire des tâches ménagères ou encore pour la fouetter, la torturer et la violer. Pendant ce temps, la longue absence de Colleen met rudement à l'épreuve ses proches. Je commençais à penser qu'elle s'était fait embarquer dans une secte. À cette époque, il n'était pas rare que des fugueurs adhèrent à une secte. À des centaines de kilomètres de là, Cameron Hooker demande l'aide de Colleen pour construire une remise de jardin dans laquelle il pourra l'attacher pour la fouetter
et l'écarteler. Ça ressemblait à un de ces instruments de torture du Moyen Âge sur lesquels on plaçait les gens pour les écarteler et les tuer. Lorsqu'il m'étendait dessus, il le tendait tellement que tout mon corps me faisait mal. Je priais le Seigneur de m'aider et de ne pas me laisser mourir. J'ai souffert le martyre sur cet engin. Janice se rend bien compte que Cameron passe beaucoup de temps avec Colleen. Elle était au courant de tout dès le départ. La seule chose qu'elle ignorait, c'était qu'il me violait. Mais elle avait pleinement conscience de tout le reste. Elle savait. Elle était en partie soulagée parce que c'était maintenant Colleen qui subissait les pires sévices. Mais elle ressentait aussi autre chose. Elle ne m'aimait pas. Et ma présence la dérangeait. Après 2 ans de captivité, Cameron Hooker retire à Colleen son collier et lui permet de travailler dans le jardin. S'il a enlevé le collier de Colleen, c'est qu'il était convaincu qu'elle n'essaierait pas de s'évader, puisqu'il l'avait persuadée de l'existence de la compagnie. La peur faisait office de collier. En décembre 1980, Colleen, maintenant âgée de 23 ans, manque à l'appel depuis 2 ans et demi. Son ravisseur, Cameron Hooker, décide de lui offrir un cadeau de Noël. Pour une raison que je ne comprends pas, il m'a permis d'appeler à la maison. Il m'a dit qu'il resterait à côté de moi et que si je disais quelque chose que je ne devais pas dire ou si je me mettais les pieds dans les plats, il raccrocherait et il me ferait passer un mauvais quart d'heure. C'était génial d'avoir de ces nouvelles. Il m'a demandé pourquoi je ne l'avais pas appelé avant, mais je devais répondre de façon évasive à toutes ces questions. Je n'avais pas l'impression d'entendre la Colleen que je connaissais. Puis il m'a demandé d'en finir. Il a raccroché et la conversation s'est terminée. C'était un moment très émouvant pour nous. Au début de 1981, Colleen Stan, une jeune fille de 23 ans, est la prisonnière de Janice et Cameron Hooker. Ils gardent Colleen enfermée dans une boîte sous leur lit et ne la font sortir que pour lui faire accomplir des tâches ménagères et la soumettre à des sévices corporels et psychologiques. Cameron Hooker était un sadique sexuel. C'était lui qui avait convaincu Janice Hooker de le laisser réaliser son fantasme. En est-elle moins responsable pour autant? Est-elle moins coupable du crime? Pas du tout. Dès que sa femme Janice sort de la maison, Cameron viole Colleen. Colleen jouit tout de même de certaines libertés que les Hooker lui ont accordées, sachant qu'elle craint trop la compagnie pour leur désobéir. Je pouvais jardiner et faire du jogging. Mais je n'ai jamais révélé à qui que ce soit ce qui m'arrivait. Colleen est persuadée que cette compagnie fictive surveille ses moindres faits et gestes. Je croyais dur comme fer que la compagnie pouvait me faire du mal. Colleen Stan en est venu à croire tout ce que Cameron lui avait dit sur sa situation et sur la compagnie, puisque son monde se limitait à lui. La seule perception qu'elle avait de sa vie provenait de cet environnement malsain où elle était gardée prisonnière. Colleen est bientôt récompensée pour ses années de bonne conduite. En mars 1981, il a dit que la compagnie avait accepté de me laisser rendre visite à ma famille. Mais avant de revoir sa famille, Colleen doit démontrer sa loyauté.
Il m'a demandé de me mettre à genoux devant lui et il m'a tendu un fusil. Il m'a ensuite ordonné de me le mettre dans la bouche et de tirer sur la détente et je l'ai fait. Je devais faire tout ce qu'il me disait, sinon je ne pourrais pas revoir ma famille. Le 20 mars, Cameron amène Colleen rendre visite à sa famille à Riverside, en Californie. Dans la voiture, il a monté toute une histoire. Je devais leur dire que nous étions fiancés, qu'il se rendait à San Diego pour assister à un séminaire et qu'il avait jugé bon que je puisse passer un peu de temps avec les membres de ma famille, puisqu'il y avait longtemps que je ne les avais pas vus. Cameron fait aussi croire à Colleen que la résidence de son père est surveillée par la compagnie et que tous les occupants de la maison seront tués si elle révèle la vérité sur sa situation. Je ne craignais pas seulement pour ma vie, mais j'avais peur que la compagnie ne fasse du mal à ma famille ou à quiconque essaierait de me venir en aide. Elle avait perdu beaucoup de poids, mais elle avait l'air bien. Il était venu avec elle. Elle l'a présenté comme étant son copain, et je ne crois pas l'avoir revu jusqu'à ce qu'il revienne. Colleen ne parle pas beaucoup de sa vie, et ses proches n'osent pas lui poser trop de questions. Je ne voulais pas trop la brusquer, de peur qu'elle ne nous donne plus jamais de nouvelles. J'avais l'impression que la compagnie m'épiait et m'écoutait, que des espions rôdaient dans le voisinage. Et je voulais éviter qu'ils ne s'en prennent à ma famille, alors je n'ai rien dit qui aurait pu les mettre en péril. Le séjour de Colleen prend fin moins de 24 heures plus tard. Le téléphone a sonné. J'ai répondu et c'était lui. Il m'a dit qu'il serait là dans 10 minutes. Mon cœur s'est effondré. Lorsqu'il est arrivé, la femme de mon père a insisté pour prendre une photo de nous. Pendant ce temps, il lui posait des questions comme « Où vivez-vous? Quelle est votre adresse et votre numéro de téléphone? » Il inventait des excuses en prétextant que nous allions bientôt déménager et qu'il leur enverrait nos coordonnées. C'était faux, bien sûr, que des mensonges. Cameron ramène Colleen à Red Bluff, où celle-ci voit sa liberté réduite à néant. J'ai passé les 3 années suivantes presque exclusivement enfermée dans la boîte. Il l'a de nouveau emprisonnée dans la boîte sous le lit afin de la déstabiliser. Il voulait lui faire comprendre qu'elle redevenait une esclave et, du coup, lui faire oublier toute la joie qu'elle avait ressentie pendant sa liberté provisoire. L'animosité de Janice envers Colleen contribue à l'isolement de cette dernière. Janice se plaignait de la présence de Colleen. Cameron Hooker passait beaucoup plus de temps avec Colleen qu'avec Janice, et elle en était jalouse. Elle ne peut sortir que tard le soir pour faire des travaux ménagers ou pour être torturée et abusée sexuellement par Cameron Hooker. Cameron Hooker croyait que toutes les femmes étaient méchantes et qu'elles méritaient d'être punies. Il considérait aussi que les femmes n'existaient que pour son plaisir et que si elles ne satisfaisaient pas ses désirs, il avait le droit de les punir. Les 3 années que j'ai passées là-dedans ont été très dures. En 1984, 7 ans après son enlèvement, Colleen parvient à convaincre Cameron de la laisser occuper un emploi afin de l'aider à subvenir aux besoins de la famille. Elle est engagée comme préposée aux chambres dans un motel de la région. J'étais folle de joie de pouvoir sortir de la boîte et très heureuse d'aller travailler. N'importe où plutôt qu'être enfermée dans cette boîte. Mais il fait savoir à Colleen que bien qu'elle soit sortie de la boîte, elle n'est pas libre pour autant. Il me faisait dormir dans la salle de bain. Il m'attachait une chaîne autour du cou et il la fixait à la cuvette. Enhardi par ces nouvelles dispositions, Cameron Hooker commence à avoir des rapports sexuels tour à tour avec sa femme et avec Colleen. La relation de Cameron et de Janice n'était pas le moins du monde égalitaire. Cameron avait toujours été le chef
dans la relation. Fort de son emprise sur les deux femmes, il leur fait part de son intention de construire un donjon et de se procurer d'autres esclaves sexuels. Une des caractéristiques communes à tous les sadiques sexuels est leur soif de pouvoir. Ils exercent un pouvoir absolu sur une personne, puis deux. Bientôt, deux personnes ne s'avèrent pas suffisants. Ils cherchent à se prouver encore et encore qu'ils sont capables de capturer et d'exercer un contrôle sur plusieurs êtres humains. Mais l'idée de devoir partager son mari avec une nouvelle femme pousse Janice à bout. Quelque chose en elle change. Janice a commencé à voir Colleen comme un être humain, comme une femme qui avait subi de graves sévices. Elles ont commencé à discuter, un lien s'est tissé entre elles et elles se sont liguées contre Cameron Hooker. C'est à ce moment que leur relation a pris une nouvelle dimension. Ce n'était plus une esclave face à une épouse, mais bien deux femmes qui se partageaient Cameron Hooker. Rongée de remords et affolée par les projets de son mari, Janice Hooker rend visite au pasteur de son église le 9 août 1984. Elle craque et lui raconte toute l'histoire de Colleen. Bien sûr, il lui a dit que c'était contre nature, que c'était très mal. Il lui a dit de quitter Cameron. Suivant les conseils du pasteur, Janice se rend au motel où Colleen travaille. Elle m'a avoué que c'était un tissu de mensonges. J'étais consternée. Comment avais-je pu croire tout ça? Et pourquoi avait-elle attendu tout ce temps avant de me dire la vérité? Ça faisait 7 ans. Colleen appelle son père à Riverside pour lui dire qu'elle revient à la maison. Mais avant de partir, Colleen s'entretient avec Cameron Hooker une dernière fois. Mais cette fois, c'est elle qui tient les rênes. Je me suis rendue à la gare d'autobus et j'ai pris le téléphone public pour l'appeler. Je lui ai dit que je m'en allais et qu'il ne pouvait rien faire pour m'arrêter. Il s'est mis à pleurer. J'ai raccroché. Je suis montée dans l'autobus et je suis partie. Mais Colleen découvrira que bien que sa servitude ait pris fin, elle n'est toujours pas complètement libérée de l'emprise de Cameron et de Janice Hooker. À l'été 1984, après 7 ans de torture, de sévices et d'esclavage, Colleen Stan, alors âgée de 27 ans, parvient à échapper à ses tortionnaires Cameron et Janice Hooker. C'était fantastique. J'étais tellement heureuse. Ma famille avait tant de questions. Je ne voulais pas leur fournir trop de détails sordides, car ils avaient déjà assez souffert. Mais elle finit par se confier. Elle nous a dit qu'elle avait été torturée, suspendue et enfermée dans une boîte. Il est difficile de croire qu'elle a enduré tout ce qu'il lui a fait, mais qu'elle ait survécu. À Red Bluff, Janice Hooker quitte son mari et se rend au poste de police. Janice Hooker était très émotive et bien sûr avait très peur. Mais la réaction des enquêteurs à son histoire surprend Janice. J'étais très sceptique. Il est difficile de croire que quelqu'un a été enfermé dans une boîte sous un lit d'eau pendant plusieurs années. C'était difficile à croire. Il est extrêmement difficile de comprendre comment une telle chose a pu se produire. C'est difficile parce que nous n'avons aucun point de comparaison. Nous n'avons jamais rencontré ce genre de personne, ce type de victime ou ce genre de crime. La police de Red Bluff communique avec Colleen, qui confirme tout ce que Janice a affirmé.
Nous l'avons interrogé pendant 2 jours afin d'obtenir le plus de renseignements possible sur les 7 ans qu'a duré sa captivité. Fort de l'aveu de Janice et de la déclaration de Colleen, les policiers de Red Bluff arrêtent Cameron Hooker le 22 août 1984. Je lui ai dit qu'il était en état d'arrestation pour crimes sexuels et pour l'enlèvement et la séquestration de Colleen. Je m'attendais vraiment à ce qu'il s'objecte à ces accusations. Mais il a seulement dit « d'accord, pas de problème ». Il n'a pratiquement pas eu de réaction. Les policiers fouillent la résidence des Hooker et saisissent plusieurs objets. Mais rien ne prouve que Colleen a été détenue contre sa volonté. Les policiers ignorent que depuis l'arrestation de Cameron Hooker, Janice est retournée avec lui. Sous ses ordres, elle a détruit tout ce qui se rattachait à Colleen. Il est difficile de voir Janice comme une victime, car le terme victime implique généralement une absence de responsabilité pour les crimes commis. Elle a commis des crimes. C'était une criminelle, mais elle était aussi une victime aux mains de Cameron Hooker. Mais elle est tout de même responsable des crimes qu'elle a commis. Mais Janice ne réussit pas à détruire toutes les preuves. Christine McGuire et moi regardions dans mon bureau les magazines que nous avions trouvés. Tout à coup, un négatif est tombé. Lorsque nous l'avons regardé à la lumière, nous avons découvert que c'était une photo que Cameron avait prise du contrat qu'il avait fait signer à Colleen. Le bureau du procureur local détient enfin la preuve nécessaire pour intenter un procès contre Cameron Hooker. Il devra faire face à 10 chefs d'accusation d'enlèvement et de viol. Nous avons présenté toutes sortes de preuves lors du procès. Des fouets, des chaînes, l'écarteleur, les boîtes de privation sensorielle et le contrat d'esclavage. Il a gardé Colleen enfermée dans une boîte plusieurs années. Nous avons placé une réplique de cette boîte au centre de la salle d'audience pendant toute la durée du procès. Janice Hooker accepte de témoigner contre son mari en échange de l'immunité judiciaire. Étonnamment, Janice Hooker se portait très bien, hors de l'emprise de Cameron Hooker. Elle a été étonnamment forte. Mais le procureur sait que le verdict dépend du témoignage de Colleen Stan. Aux yeux du jury, Colleen avait l'air très calme. Elle ne semblait pas être mue par un désir de vengeance. Quelquefois, elle a semblé surprise par sa propre description de son comportement. Elle ne comprenait pas tout à fait pourquoi elle avait posé certains gestes et pourquoi certaines choses étaient arrivées. Mais elle a laissé aux experts le soin d'expliquer tout ça au jury. Des experts tels que le docteur Chris Hatcher. Le docteur Chris Hatcher est psychologue clinicien et spécialiste des cas de séquestration. Il a été en mesure de tout faire comprendre au jury. Il a expliqué que malgré que Colleen ait pu sembler libre, en fait, elle ne l'était pas du tout. Cameron Hooker la torturait, la fouettait, la battait. Elle a été coupée de toute lumière et de tout bruit pendant une longue période. C'était une façon de la dompter, de la contraindre à se comporter d'une façon bien précise. Il m'a aidé à comprendre que je n'avais rien fait de mal. Le 18 octobre 1984, Cameron Hooker se présente à la barre pour se défendre. Il a carrément dit au jury qu'il l'avait en effet kidnappée pour faire d'elle une esclave sexuelle, mais il a ajouté qu'il l'avait libérée et qu'elle était restée à ses côtés parce qu'elle était amoureuse de lui. Il a aussi affirmé que Colleen avait consenti à avoir des relations sexuelles avec lui et que ce n'était donc pas un cas de viol. Mais sa stratégie échoue lamentablement et Cameron Hooker est reconnu coupable des 10 chefs d'accusation.
Le 22 novembre 1984, Cameron Hooker est condamné à 104 années de prison pour enlèvement, crime sexuel et pour s'être servi d'un couteau pendant un enlèvement. Le juge Clancy Knight, qui a présidé le procès, a dit à l'auditoire qu'il condamnerait Cameron Hooker à la plus grande peine possible, car c'était le psychopathe le plus dangereux qu'il avait eu à juger. En apparence, il est exactement le contraire de ce qu'il est réellement, et il représentera un danger pour toutes les femmes jusqu'à sa mort. Après le procès, Janice recommence sa vie à zéro sous le couvert de l'anonymat. Elle refuse de parler de sa vie avec Cameron ou des crimes commis contre Colleen. Je n'ai pas beaucoup de sympathie pour Janice, bien que je sache qu'elle aussi était victime. Je crois qu'elle était en mesure de faire un choix. Je crois qu'elle aurait pu choisir de mettre fin à tout ça beaucoup plus tôt qu'elle ne l'a fait. Elle aurait pu nous sauver toutes les deux. La libération conditionnelle de Cameron Hooker est prévue pour 2022. Je crois fermement qu'il représente un danger pour la société. Je ne crois pas qu'il devrait être libéré. Il n'a pas changé. Mais puisque sa libération conditionnelle est prévue, je ne peux que souhaiter qu'on la lui refuse. Maybe they won't let him out.